Je suis présentement au Sénégal et j'ai profité de ce moment, de ces derniers instants pour faire une interview avec un grand frère. Il s'appelle El Mami. Il a vécu une grande partie de sa vie en France. Il a été entrepreneur, il a géré plusieurs entreprises. Mais malgré cela, il a eu toujours cet amour, cette envie de voyager et de s'expatrier en Afrique. Donc aujourd'hui, c'est son interview. Il va vous partager ses difficultés, il va vous partager le pourquoi du comment il s'est expatrié et qu'est-ce qu'il fait au Sénégal. Et surtout, il va vous donner des conseils clés qui vont vous permettre, vous qui me regardez, pourquoi pas, à venir vous installer en Afrique. Salam à tous, bienvenue dans le CV Show. Aujourd'hui, je suis en présence d'un grand frère, El Mami. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va, merci. Très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors, moi je suis El Mami Lo. Je ne sais pas trop quoi dire. Je suis au Sénégal depuis 5 ans, depuis le fin janvier 2017 exactement. Et j'ai été parisien toute ma vie et je suis revenu ici pour tenter l'aventure au Sénégal. Ok, et qu'est-ce qui t'a amené, justement ton parcours? Quel a été ton parcours jusqu'à aujourd'hui être au Sénégal? Alors la majorité de mon temps à Paris, parce que j'ai fait pas mal de choses, mais ce qui m'a vraiment pris 20 ans on va dire, c'est le magazine Miss Eben. J'étais le directeur de rédaction du magazine Miss Eben. Miss Eben, ouais, voilà. Connu. Hein. Voilà, parce que la dernière fois justement, il y avait une fille qui était avec nous au Business Trip. Voilà, exactement. Et qui t'avait reconnu avec une photo qu'on avait fait ensemble. Exactement. Justement, qui disait que ce magazine-là avait bercé son enfance, ça a impacté beaucoup de personnes. Oui, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a une de mes clientes qui est venue, qui s'est abonnée il n'y a pas longtemps, et on discutait et tout ça, et puis après elle me dit, on en est arrivé à parler du magazine, elle m'a dit, c'est toi le El Mami de Miss Eben? Alors que je dis, que ça veut dire quoi le El Mami de Miss Eben? Donc ça m'a fait bizarre. Mais oui, on a tenu ce magazine pendant 20 ans avec mes associés, donc c'était une belle aventure, c'était quelque chose de très intéressant avec l'avènement de l'internet et voilà, des réseaux sociaux et tout ça. Les magazines papier ont malheureusement ont dû s'arrêter, la plupart, et nous, chacun de nous a dû se reconvertir. Voilà. Mais je sais qu'au début du magazine, il y a eu certaines difficultés. Tu m'avais déjà raconté. Oui, il y avait des difficultés. C'est-à-dire que le magazine, au départ, quand on est arrivé, nous, il y avait un public qui existait, mais qui n'était pas pris en compte. C'est ce que nous, on a appelé les Afro-Européens. C'est-à-dire des gens qui sont nés, qui ont grandi en Europe, que ce soit en France, Belgique, ainsi de suite, et qui ont la culture africaine, américaine et occidentale, et qui ne se retrouvaient pas dans les magazines qu'il y avait à l'époque. Donc nous, on a ciblé cette partie de la population, on a essayé de leur donner un outil pour qu'ils puissent se reconnaître et puissent avoir des conseils et un accompagnement, que ce soit au niveau beauté, que ce soit au niveau santé, que ce soit au niveau social, parce que le magazine regroupait tout ça vraiment. Et qu'est-ce qui t'amène à l'époque à faire justement ce genre de magazine? Justement, c'était ce manque-là en fait. C'était ce manque-là. On avait vraiment identifié un besoin auprès de la communauté noire, ou communauté noire et métissée, où les jeunes filles, les retours qu'on avait, c'est que les articles qu'on voit dans Biba, Marie-Claire ou Elle ne nous parlent pas. Donc on a eu l'idée de leur amener quelque chose qui, mais ne serait-ce que dans le traitement de langue, le mariage dans nos communautés n'est pas traité de la même manière que le mariage occidental, par exemple, et les fêtes de famille, et tout ça, ainsi de suite. Donc les jeunes filles ne se retrouvaient pas vraiment dans ce qu'elles avaient en kiosque. Donc nous, on est arrivé avec quelque chose qui, pour nous, devrait leur ressembler. Et bon, on ne s'est pas trompé parce que ça a bien pris. Et c'était en quelle année à peu près? Parce que aujourd'hui, on en parle beaucoup, ça revient beaucoup justement, ce côté afro, ce côté culture. Et toi, c'est pas de maintenant, c'est 2001. 2001. Depuis 2001, tu étais un peu un visionnaire, hein. Tu étais déjà dans ce truc-là. On était plusieurs, heureusement. Trois têtes valent mieux qu'une. Mais oui, on était plusieurs et on a toujours eu
cet attrait vers nos racines, cet attrait vers l'Afrique, pour se dire que voilà, on se doit de développer quelque chose qui va nous permettre de mettre en avant. C'est pour ça que dans le magazine, on avait la page Histoire, par exemple, et du premier au dernier numéro, il y a eu la page Histoire, qui était une page pour mettre en avant les héros africains. Et africains ou noirs, enfin ascendance noire en tout cas. Donc pour pouvoir après créer des modèles pour que les gens s'identifient. Parce que quand on parle de C.J. Walker, les gens ne savent pas que c'était la première multimillionnaire en dollars qui a créé une marque capillaire et de cosmétiques. Donc les gens ne le savent pas. Aujourd'hui, on va nous parler de L'Oréal, mais ces personnes-là, on peut pas, il faut qu'on les mette en avant. Ouais, d'accord. Donc tu parles de héros, donc vraiment de cette notion de des personnes puissent se retrouver. L'identification. Ça passe automatiquement par l'identification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'identification aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé, c'est voilà, les jeunes vont s'identifier aux héros d'aujourd'hui, les footballeurs, les basketteurs et tout ça. Et à chaque période, il y a ces héros. Maintenant, ces héros se doivent de véhiculer des valeurs positives qui vont tirer les autres en avant. Et je sais qu'à un moment, ce que tu m'avais raconté, c'est que le magazine, vous avez commencé, mais vous avez eu une difficulté qui a failli faire en sorte que le magazine n'existe plus et vous avez réussi à rebondir. Quand le magazine est paru, on n'a pas eu tout de suite de la publicité. Voilà. Donc, et la publicité, c'est ce qui fait vivre un magazine. Donc après, ce qui s'est passé, c'est que pendant les premiers numéros, c'était assez compliqué. On n'avait pas de publicité et faire vivre un magazine, imprimer un magazine sans publicité, c'est très compliqué. On arrivait à un certain moment où c'était un peu bloqué et on a eu un rendez-vous, heureusement, qui a tout débloqué, qui a permis lors de ce rendez-vous, ce qu'on est sorti, c'est que notre persévérance à faire de la qualité avait payé parce qu'on était suivi par quelqu'un de chez L'Oréal qui à chaque mois achetait le magazine et au moment de 4 mois après, elle a vu que le magazine lui plaisait toujours, que l'exigence de qualité était toujours là. Donc elle nous a suivis et une fois que L'Oréal est venu, toutes les autres marques sont venues. Voilà, tout le monde. Voilà. Magnifique. Merci. Et donc après, ça s'arrête, comme tu as dit tout à l'heure, des raisons d'internet et que les gens achètent moins le papier. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe après? Avant que ça s'arrête, on s'est arrêté en 2018. Avant que ça s'arrête, moi j'avais décidé de tenter l'aventure au Sénégal. Parce que je suis du Sénégal, parce que je viens ici tous les ans depuis plus de 20 ans, parce que je suis le directeur artistique de la Dakar Fashion Week. Donc tous les ans je viens ici, je venais ici, maintenant c'est le contraire. Tous les ans je venais ici, j'organisais avec Adam à Paris la Dakar Fashion Week et je voyais tout ce qui se développait, je voyais tout ce qu'il y avait et le potentiel qu'il y avait. Et tous les ans, je me disais, faut que je revienne. Et puis à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'arrête de dire, faut que je revienne, il faut que j'y aille en fait. Et j'ai attendu que mes enfants grandissent, que mon grand-fils ait le bac, que tout soit borné au niveau des études, voilà. Et puis après j'ai tenté ma chance et je suis venu dans l'idée de faire du coaching sportif parce que je m'étais un peu reconverti dans le coaching sportif avant de quitter la France et voilà, je suis venu dans cette idée-là, j'ai acheté du matériel que j'ai shippé, mon matériel est arrivé et je me suis dit je vais faire du coaching privé en attendant d'ouvrir ma salle de sport. Donc j'ai commencé à faire du coaching privé mais ça a tout de suite très bien marché. Tout de suite très bien marché, j'ai eu beaucoup de clients et très rapidement je me suis fait une petite réputation à Dakar en tout cas où beaucoup de personnes voulaient travailler avec moi et j'étais très sollicité et j'ai 3 ou 4 mois après avoir commencé, j'avais déjà des personnes sur liste d'attente. Et ça a duré pendant pas mal de temps comme ça. En 2018, j'ai eu la chance d'ouvrir une première salle de sport qui s'appelait déjà Fit Center. C'est là où j'ai trouvé le nom et déposé le nom. Donc pour Adjamiadio.
Donc c'était différent de la salle dont on va parler tout à l'heure. Mais voilà, c'était une salle qui est plus excentrée, qui était plus dans une zone où il y a beaucoup de ministères, où c'était une clientèle totalement différente. Alors j'ai tenu cette salle jusqu'à l'arrivée du Covid. Après, avec le Covid, c'était assez compliqué. J'ai pas pu vraiment tenir. Et puis voilà, et là, j'ai repris le coaching privé. Je suis resté sur le coaching privé qui pendant le Covid, a marché encore mieux. Ouais. Vraiment. C'était parce qu'ici, on a eu la chance de ne pas être confiné. Oui. Il y avait un couvre-feu, mais on n'a pas été confiné. Donc ça a permis de continuer à travailler. Et après Covid, pendant le Covid, on avait commencé à parler avec le Terrobi parce que le directeur général du Terrobi était mon client. On a beaucoup discuté, ils me disaient qu'ils allaient ouvrir une salle de sport. Donc quand je suis arrivé au Sénégal, avant de quitter la France, je me suis dit, je vais aller au Sénégal, je vais ouvrir une salle de sport en face de la mer. Okay. Et aujourd'hui, là où on est assis, il y a ma salle de sport, il y a la mer juste là. Donc voilà, j'ai finalement ouvert ma salle de sport en face de la mer. C'est une salle premium, vraiment qui est axée sur tout ce qui est coaching privé. Vraiment, j'ai vraiment dupliqué ce que je faisais avec mes clients dans une salle de sport. Donc je pense que c'est la force de mon projet, c'est ça. C'est vraiment de l'accompagnement. L'accompagnement, les gens arrivent, ils ont un accompagnement, ils sont pris en charge, ils ont 3 coachings privés par semaine, il y a un suivi, ils ont toujours le même coach et c'est ce qui permet de les fidéliser. Ça fait 8 mois qu'on est ouvert et ça se passe très très bien. Merci. Alhamdoulilah. Et par rapport à ton expatriation, alors comment ça s'est passé? C'était assez simple et comment c'est la vie au Sénégal? C'était assez simple parce que comme j'ai dit à un moment donné, je revenais beaucoup. Je revenais au moins minimum 1 fois par an, des fois 2 fois. Donc j'étais un peu acclimaté, on va dire. Et les choses que je pensais qu'elles allaient me manquer, au départ, tout le monde me dit oui, tu vas partir au Sénégal, il y a des choses qui vont te manquer. Mais en fait, ce qui me manque et ce que je gagne, il n'y a pas photo en fait. Okay. Au niveau de qualité de vie, c'est juste... comme je disais, je vivais en France, je vivais bien. Je vivais assez bien en France. Et aujourd'hui, je vis très bien. Je vis très bien et c'est pas une histoire de salaire, c'est une histoire de niveau de vie. C'est ce que les gens oublient en fait. Quand on arrive en Afrique, on a une qualité de vie qui est indéniable. Pour vivre aujourd'hui comme moi ou d'autres personnes de mon entourage vivent ici, en France, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible parce qu'on a de telles facilités, on a des aides pour tout, ça crée un marché en plus, ça crée du travail et derrière on a une vie, on a le temps de se concentrer dans nos business et de créer et de continuer à créer en fait. Okay. Et si tu avais un message à donner à la diaspora, parce qu'en ce moment il y a beaucoup de personnes, surtout en ce moment là, comme on a entendu récemment, il y a Poutine qui a commencé à envoyer des missiles. Donc beaucoup de personnes pensent à l'expatriation, ont envie de venir sur le continent faire du business. Si tu avais un message à leur partager, qu'est-ce que tu leur dirais? Le message, ce serait venez. Je vous encourage, venez. Maintenant, il faut être préparé. Il faut venir avec plusieurs choses. Il faut venir avec un projet, il faut venir avec un plan et il faut venir avec de l'humilité. D'accord. Parce qu'il ne faut pas arriver en Afrique en se disant j'arrive, j'ai un diplôme de telle école, j'ai travaillé dans telle entreprise, j'arrive, je vais leur apprendre. Ici, il y a des gens très compétents. Ici, il y a des gens très riches. Il y a à peu près tout. Maintenant, ce qu'il faut, c'est juste de la volonté. C'est un terrain, c'est un marché qui est en pleine expansion. C'est pas pour rien que moi, ce qui m'a le plus frappé toutes les années où je venais, c'est qu'à chaque fois que j'arrivais à Dakar, je voyais il y avait de plus en plus d'expatriés. Vraiment. Le nombre se multipliait très facilement. Et il y avait de plus en plus d'expatriés qui ne voulaient pas rentrer une fois qu'ils avaient fini leur mission. Donc ils démissionnaient pour rester là, pour ouvrir quelque chose et faire autre chose. Donc je me disais, mais s'ils ne veulent pas rentrer chez eux, c'est que il y a quelque chose. Il y a quelque chose en fait, à un moment donné. Donc quand on réfléchit, on voit bien que oui, et on pense que pour investir, il faut des milliers et des cents, il faut des millions et des millions. Non, il ne faut peut-être pas des millions, mais il faut quand même venir préparer et il faut aussi pouvoir tenir sur la durée. Parce que ce soit au Sénégal
en France, en Ukraine ou n'importe où, pour parler de Poutine, développer un projet, c'est pas une mince affaire. C'est-à-dire ça ne marchera pas du premier coup. Nous, on a réussi à faire Miss Eben, mais avant Miss Eben, on a fait d'autres projets qui n'ont pas marché. On fera 5, 6, 7 projets qui ne vont pas marcher. Le 8e va exploser, va tout changer. Donc, il ne faut jamais perdre espoir. Il ne faut jamais perdre espoir. Si on est sûr de son idée et si on est sûr de ce qu'on veut faire et de la direction qu'on veut prendre, il faut rester fidèle à ses idées et y aller. Et la seule chose que je peux leur dire, c'est venez. On vous attend, venez. Voilà, fin du témoignage avec mon frère El-Mami. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour la force. Merci à toi. Et puis, merci à toi. À la prochaine pour une autre interview sûrement. Inch'Allah. Salam.